Et salut les gars, aujourd'hui on découvre le moteur de l'hypercar. C'est faux, si seulement. Mais ça viendra. Ça viendra. Bonjour à tous. Wouh, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de l'hypercar, dis donc. Et non, j'ai pas fait de pause dans le projet, bien au contraire. Mais vous savez quoi? J'en chie à mort. Je replante le décor. Je me suis mis en tête de concevoir et fabriquer une hypercar. Une putain d'hypercar. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. J'ai envie de me foutre des claques des fois. La phase de conception est indispensable dans un tel projet. On peut pas aller fabriquer ça sans plan et sans études, c'est impossible. Donc ouais les gars, on va pas descendre dans l'atelier pour l'hypercar demain. Hélas, mais pensez à vous abonner si vous voulez voir ça, ça arrive plus tard. Pour ceux qui sont en manque de méca, je vous propose sur la chaîne des vidéos mécaniques comme la rénovation de la KTM, qu'on voit juste ici. Et pour éviter de péter un câble devant mon ordi toute la journée à faire de la conception d'hypercar en plastique, j'ai un autre projet sur la table, purement mécanique, purement cambouis, purement light it right et purement carburesque. Voilà, j'aime bien. Voilà, vous allez kiffer. Ah oui aussi, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, je lâche des petits indices sur les travaux du projet hypercar et du projet secret. Bon, vous l'avez vu dans le titre, j'ai déjà reçu des pièces pour l'hypercar. On en parle tout de suite, c'est parti. Et hop. N'est-ce pas la GT40 Altaïa? Et oui, Altaïa revient avec une nouvelle collection, la collection Citroën C4 WRC 2008 de Sébastien Loeb à l'échelle 1/8, comme cette GT40. C'est gros. Ces voitures sont composées de métal principalement, elles s'ouvrent pour voir tous les détails. Ah c'est marrant, on dirait que j'ai une main géante. C'est le pare-choc. La finition sur ce genre de modèle réduit est superbe et au-delà de ça, c'est un pur plaisir d'assembler chaque pièce à l'aide des fascicules. Ça se fait super bien, il n'y a pas besoin d'outils, il y a juste besoin d'un tournevis et en plus ils vous le fournissent. Tout est bien expliqué et la satisfaction est réellement là. Sans déconner, moi je suis fan de modélisme et à chaque fois que je reçois un colis, c'est direct déballé et assemblé, j'ai pas le temps. Pour vous abonner à la collection, c'est assez simple, vous avez tous les liens en description de la vidéo et si vous faites partie des 1000 premiers abonnés, vous avez en cadeau la C4 WRC hybride à l'échelle 1/18. Un peu plus petit, mais c'est gros comme ça quand même. Pensez aussi à renseigner le code promo Benjamin, voilà, ça fait plaisir. Bon, retour sur l'hypercar. La dernière fois, on s'était arrêté sur le design. D'ailleurs, j'avais zappé de vous montrer les impressions 3D résine que j'ai réalisées pour avoir un vrai aperçu de la forme de la voiture, la manipuler, la toucher. Ah bah ça va, calme-toi le monteur, c'est bon. Donc hop, Orlando me sort un fichier imprimable, je génère le code et impression. Alors je vais mettre fin à une vieille idée reçue sur l'impression de résine. C'est pas facile, c'est pas plug and play, j'ai eu quelques échecs, hein, en témoigne cette photo. Mais sinon, c'est vraiment cool. Bonjour. Alors là, nous sommes enfin dans la partie conception de la voiture de l'hypercar. Au moment où je vous parle, la cagnotte est toujours en cours. Oui, je ne sais pas en quelle année va sortir cette vidéo. Il reste encore 18 jours de cagnotte. Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je commence un petit peu la conception de la voiture parce que le palier des 200 000 € est franchi et qui dit palier des 200 000 dit objectif carbone. Donc le carbone sera fait, mais c'est pas vraiment pour ça. En fait, c'est pas que pour ça que je commence à faire la conception finalement. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Vous voyez un tableau de bord sur mon écran. J'ai trouvé un site internet qui référence et qui vend notamment des pièces détachées de Lotus. Lotus Elise, voilà, c'est une belle petite voiture sportive et l'intérêt c'est qu'on trouve effectivement toutes les pièces et ce site là qui s'appelle RRC Store, ce n'est pas un placement de produit, j'en sais rien, mais en tout cas il est plutôt bien fait ce site, il réfère absolument toutes les pièces et on a des petits dessins qui proviennent directement de Lotus à mon avis et on a tout l'éclaté des pièces. J'enregistre tout ça sur mon dossier là, vous voyez là j'ai déjà pas mal de choses. Une voiture qui est très intéressante la Lotus Elise, hein. Elle a un très bon châssis, elle a des trains roulant en double triangulation, enfin bref, c'est une super voiture et c'est pour ça que je me base là-dessus aujourd'hui. J'ouvre l'outil capture, je fais une capture de ça, 17.11, 17.11, j'enregistre et voilà. Donc pourquoi je fais ça? Pas parce que je viens d'acheter une Lotus Elise
avec la cagnotte, ce n'est pas le cas. En gros, pourquoi je fais ça? Parce que ça me permet d'avoir absolument toutes les pièces en éclaté. Je vais ensuite revoir absolument tout mes petits schémas éclatés. Je vais noter chaque pièce qu'il me faut et il faut absolument que je trouve une référence pour l'hypercar. Là, par exemple, on a les optiques, les phares à l'avant. Ici, je vais mettre un numéro. Je sais pas encore comment je vais faire, mais en tout cas, je vais l'annoter et je vais dire, il me faut cette pièce. Il va falloir que je trouve une référence. Si on prend par exemple ici un pédalier, il me faut un pédalier. Ça paraît débile comme ça, mais en soi, regardez le nombre de pièces qu'il y a. Et moi, vu que je veux la 3D la plus complète avant de me lancer dans la fabrication, je veux que la moindre vis, le moindre rétroviseur soit dans ma 3D pour que je n'ai plus à réfléchir pendant que je suis en train de fabriquer la voiture. En gros, t'as compris, c'est un puzzle le truc. C'est un puzzle. Maintenant que j'ai toute ma liste, ce qui fait une bonne centaine de dossiers regroupant plusieurs pièces chacun, quand je vous ai dit qu'il y avait du boulot, je peux enfin commencer mes recherches de pièces. Faut remplir chaque dossier avec des références en gros. C'est un peu le calendrier de l'avant de Noël où c'est toi qui mets les chocolats, tu vois. Je sais pas si cette métaphore est très pertinente. Bon, mais c'est là qu'on va parler de la notion de pièce standard. Ça, c'est une pièce standard. Et ça, c'est pas du standard, c'est une pièce que j'ai fabriquée et qu'on ne trouve pas dans le commerce. Bien sûr, c'est un exemple, La pièce, ça peut être une pièce autour, une pièce mécano-soudée, une pièce usinée, peu importe. Ces pièces custom sont dues sur mesure. C'est cool, c'est généralement pile poil la bonne taille, la bonne fonctionnalité parce qu'on l'a dessiné et imaginé pour une utilisation bien précise. Le plus gros inconvénient, c'est que ça coûte extrêmement cher à faire en argent et en temps. C'est pour ça qu'il faut impérativement utiliser des pièces du commerce et donc des pièces standards, comme cette vis. Parce que je vais pas m'amuser à usiner chaque vis de la voiture. C'est complètement con. Et dans ma liste de pièces que j'ai citée tout à l'heure, il y a des pièces custom et des pièces standards. Bon, mais comment on décide de quelle pièce sera standard ou pas? Eh bien, c'est simple. Non, c'est pas simple. Ça dépend à la fois du projet et du portefeuille, mais aussi du level de connaissance du concepteur en matière de pièces et sa capacité à juger si c'est mieux ou non de faire du custom. Et oui, mesdames et messieurs, c'est encore une affaire de compromis. Et oui, Jamy. Toutes les voitures de luxe et de prestige qui prônent le sur-mesure ne font pas exception à la règle. Elles ont toutes des références issues de banques de pièces très larges, partagées avec d'autres modèles de voitures beaucoup moins glamour, on va dire. Les rotules de suspension de direction, les soufflets, les vis bien sûr, et plus parlant, les feux ou les phares, ou tout autre truc qui est plutôt visible sur la voiture, mais on s'en rend pas compte. À tout moment, tu te retrouves avec une pièce de polo sur ta Bugatti, et je parle pas des clés, bien sûr. D'ailleurs, c'est intéressant de comparer deux systèmes sur deux hypercars différentes. La Pagani Hayabusa. Non, c'est pas ça. La Pagani Huayra, voilà. La Pagani a une charnière de porte full custom, c'est magnifique. Et si on compare avec la charnière de la Bugatti, on voit clairement que c'est récupéré sur une Audi et qu'on a affaire à un développement par un grand groupe, en l'occurrence le groupe Vague pour Bugatti. Mais vraiment, il n'y a rien de choquant dans tous ces exemples. Une pièce reste une pièce, si elle est adaptée à une citadine et elle peut faire l'affaire sur une supercar, pourquoi s'en priver? Et ta Bugatti, c'est une Golf en fait. Bref, dans notre cas présent, on va s'axer d'abord sur des pièces de liaison. Des rotules, des vis, des joints, de la transmission, du roulement à billes. Et c'est plein de pièces qu'on trouve en masse, qui ne sont pas chères et qui sont extrêmement complexes à fabriquer. Mais bon, ce dernier point, on s'en tape, justement. C'est là où c'est intéressant. Vu que c'est pas nous qu'on les fait. Et pour l'anecdote, entre fabriquer un roulement à billes à 5 balles et un porte-fusée aluminium taillé masse à 1000 balles, le plus complexe et celui qui a demandé le plus d'étapes de fabrication, c'est le roulement à billes. Eh oui, j'ai bossé chez SNR. Je sais de quoi je parle. Concevoir une voiture, c'est le design, puis les roues, puis la transmission, puis le châssis, puis etc. Les sièges, machin, bidule. On va de l'extérieur vers l'intérieur. Donc dans un premier temps, je me concentre sur les pièces des trains roulants. Et là commence une très longue étape de reconnaissance. Simple, je vais sur un revendeur de pièces auto et je tape rotule de suspension. Hop! Putain de merde. Bon, je vous rassure, je vais pas me taper les 20 000 références de rotules du site. Enfin, pas tout à fait. Nani? Les sites de revendeurs sont plutôt bien foutus, ils nous indiquent certaines cotes. D'ailleurs, je comprends pas trop pourquoi. Je veux dire, t'as une caisse à réparer, tu commandes la bonne référence, et puis voilà, tu la montes, quoi. Il y a que les connards comme moi qui s'intéressent à savoir la taille du filetage ou du cône d'une rotule, non. Enfin,
Dites-moi en commentaire. Parce que je vous rappelle que le but, c'est certes d'avoir la pièce, mais c'est aussi de l'avoir en 3D. Hein. Et malheureusement, les cotes indiquées sur les sites ne sont pas suffisantes, loin d'être suffisantes, pour en faire une pièce en 3D. Et donc la solution pour avoir ces pièces en 3D, c'est d'acheter les pièces et les modéliser à la perfection. Donc on les mesure, machin, et on fait notre bidule sur SolidWorks. Je vous cache pas qu'il y a un risque assez fort qu'elles soient pas bonnes, les pièces, et c'est pour ça qu'il faut se renseigner un maximum avant de les acheter, et c'est pour ça que les cotes que fournissent les sites sont assez importantes, si elles sont bonnes, mais généralement elles sont bonnes. Et puis voilà, à 6 balles l'unité, même si ça paraît rien, si je dois en acheter 20 000, hop la cagnotte. Heureusement, on peut ajouter une petite cote du genre un M14, et ça filtre, et là on est toujours à 10 000 références, mais bordel de merde, mais combien de recul. Bon, c'est déjà mieux, mais voilà, là, il n'y a pas de secret. Maintenant, il faut chercher. J'ai mis tous les filtres. Je veux dire, là, après, je suis obligé de... Il faut scroll et tu cherches. Tu cherches dans les 10 000 références du site. Ouais, il y a du boulot. Alors l'avantage, c'est que certaines pièces dépendent d'autres pièces. Et c'est pour ça que c'est important de faire des filtres. La direction, c'est un super exemple car il y a vraiment un enchaînement de pièces standard. Vous avez la crémaire de direction qui est connectée aux biellettes rotulées en M16, pas de 1. Là, tu cherches sur Oscar Doc, rotule axial de direction M16, pas de 1. Voilà, donc ça te fait déjà un bon filtre. Puis cette rotule que tu viens de trouver possède elle aussi un filetage qui est du M16 au pas de 1,5, ce qui te permet de chercher la rotule de direction côté porte-maillot de roue en M14 au pas de 1,5. Encore, on n'est pas en pouces, hein, ça va. Et ensuite, une fois que tu as tes 3 pièces, tu peux trouver le soufflet de direction qui dépend cette fois-ci du diamètre de la crémaillère et du diamètre de la biellette rotule axiale, précédemment sélectionnée. Tiens, mais ça vous rappelle rien, ce petit assemblage de pièces? Ouais, c'est ce qui me semblait. T'as pas gagné Waga... Et ça, mon jeune ami, la recherche de pièces et de compatibilité entre elles, il faut le faire pour toute la voiture. La colonne de direction, les cardans, freinage, bloc ABS, les étriers. Alors, je vous ai détaillé le truc de la direction, hein, les biellettes, sauf qu'on peut faire une seule vidéo sur chaque système, tellement il y a à dire. De toute façon, on aura largement le temps de détailler ça plus tard. L'important ici, c'était d'expliquer la démarche de sélection de pièces. Et après énormément de recherches, je passe commande de tout ça et je reçois le tout sur le site docoscarpièces.com. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Donc là, ça concerne surtout de la rotule et tout ce qui est train roulant de suspension. Donc là, voilà, on a une référence de rotule axiale. Donc, tac. Et voilà, en fait, ce que j'ai acheté, c'est plein de références qui sont susceptibles d'être utilisées pour l'hypercar. Le filetage ici était indiqué sur le site et celui-ci aussi. Donc, j'ai fait en sorte d'avoir le plus d'informations possible. Mais le mieux, ça reste quand même d'avoir la pièce parce que, on n'a pas toutes les cotes non plus, hein. Ils vont pas mettre toutes les cotes. Déjà, c'est déjà bien qu'ils mettent certaines cotes. Franchement, déjà, merci. Ils pourraient ne pas mettre de cotes, mais ils en mettent, donc c'est très très bien. Même si le numéro de série est bon, si des fois, je sais pas, il y a une petite... on n'est pas sûr, on peut quand même vérifier. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a des soufflets, on a des rotules, on a d'autres rotules ici que je peux vous montrer. C'est la rotule... de direction, enfin en tout cas celle qui candidate à ce titre de rotule de direction, parce que peut-être que ça ne sera pas cette référence qui va être utilisée, mais ça peut être aussi cette référence. D'ailleurs, j'ai fait le pari, hein. J'en ai acheté 2. Le plus gros avantage de ce genre de pièces, c'est qu'elles sont facilement trouvables déjà, elles sont pas chères, et elles sont plutôt bien foutues, parce que le but c'est quand même qu'elles soient robustes et qu'elles tiennent dans le temps, hein. Ça fait plusieurs centaines de milliers de kilomètres normalement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, voilà, ça aussi j'en ai acheté 2, c'est la pièce la plus chère, attention, je crois que ça me coûte même pas 20 €, c'est la biellette de direction, et normalement ce filet là est indiqué, en fait sur le site on a le filet ici et le filet là, et on a la longueur totale. Normalement, si je me suis pas gouré, le filetage ici et le filetage ici, c'est le même, voilà, normalement la direction, tac. Donc là, on aura une pièce intermédiaire. J'en ai profité aussi pour prendre des cils en bloc, parce que les cils en bloc, voilà, pareil, ça peut être une pièce standard. Alors là, j'ai pris que un seul de chaque, parce que franchement, il n'y avait pas beaucoup de cotes. Et surtout, ce qui est important, c'est de savoir la fermeté, la dureté du caoutchouc. Une pompe à huile, par exemple, ou une pompe à essence, j'en sais rien.
bah ça demande quand même un cylindre bloc un peu plus flexible, alors que tenir un moteur, bah si tu mets le cylindre bloc d'une pompe qui est toute légère sur un moteur, bah ton cylindre bloc il va se péter, ou alors il va faire que le moteur va bouger dans tous les sens. On a un capteur ici, le capteur d'ABS, c'est les capteurs qui sont utilisés avec les roulements de roues. Donc c'est compatible groupe vague. Là, je n'avais pas trop le choix. La voiture va être dotée normalement d'un système ABS. Donc il faut que j'intègre ce petit capteur. Dernière pièce que j'ai acheté en double. Et là, pas trop de surprise parce que j'avais déjà utilisé les mêmes sur la GT40. C'est les serrures de porte. À voir si je les utilise. Mais franchement, ça vaut 5 €. C'est ridicule. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. Je vais prendre chaque pièce une par une, les mesurer, les modéliser et les intégrer ou pas sur ma 3D. Bah c'est nul, ces pièces l'ont volé un moteur. Tu te fous de notre gueule, mec. Bon, Jean-Philippe, Steven, Emmanuel et Edouard, tu te calmes. Oui, tu as pas tort, ce ne sont pas les pièces les plus folles, mais elles sont d'une importance capitale. T'as même pas idée. Bon, je t'avoue que ça ressemble un petit peu au stand de la brocante du village, mais ces pièces, c'est le fruit d'un travail de dingue. Hein, vous vous rendez presque pas compte, même avec cette vidéo, je vais tout expliquer, mais la sélection de pièces, c'est un truc qui prend beaucoup de temps. Vous allez voir comment je me suis démerdé pour mettre ce genre de machin, c'est une sale gueule ces pièces, sur l'ordinateur, en 3D, donc il faudra modéliser tout ça. C'est un challenge, hein. Pour ceux qui font de la CAO, vous allez voir que c'est pas si évident de dessiner une merde pareille. Oh putain, il y a encore du liquide. Je sais pas si c'est du liquide de frein ou de la crasse ou ma transpiration, c'est tellement il fait chaud. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté des choses sur la conception de l'hypercar. Pensez à liker, à partager la vidéo, à commenter si vous avez des questions, à vous abonner pour voir la suite et à mettre la cloche des notifications. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Tchou!